j'étais très influencé par l'histoire de l'homme lu par Sigmund Freud. Un jeune garçon qui perd sa sœur, il y a des histoires d'inceste, beaucoup de similarités, même les problèmes d'estomac, etc. C'est un des personnages très sur la surface de mon Serge et Sergei Pankayev. Donc j'ai utilisé ce nom Sergei, mais je l'ai francisé, je l'ai transformé dans un mot, un nom moitié français, Serge. Mais en anglais, surge, ça veut dire un déclenchement d'électricité très soudain et dangereux. Et aussi, sedge, urge, c'est comme désir, urge. Il y a beaucoup d'autres mots qui dansent autour de ce mot-là. Je crois que tous mes caractères sont, pour utiliser le langage psychologique, ils sont traumatisés. Ils commencent avec le traumatisme. Et un aspect, une conséquence du traumatisme, c'est qu'on devient détaché du monde. C'est Warhol qui a dit qu'après que Valérie Solanas l'avait tiré dessus, il avait l'impression que pour le reste de sa vie, il regardait la télévision. Ça, c'est pas la vie, c'est juste la télévision. Avant, il avait la suspicion que c'était comme ça, mais après, il était certain. Et donc, Serge, comme presque tous mes héros, il est traumatisé. Mais ce qui est intéressant chez Freud, c'est qu'au début de sa carrière, il considère le traumatisme comme un accident qui arrive à très peu de gens. Et à la fin, il a changé d'avis complètement et il a décidé que le traumatisme, c'est la condition fondamentale de subjectivité. Nous sommes tous des machines de répétition traumatisées. Le traumatisme aussi, ça donne une propensité à la répétition. L'homme ou la femme traumatisée, il reenact, il répète en forme de symptômes le trauma. Les scènes de le trauma sont comme des projecteurs de cinéma qui projettent le même film déguisé. Serge, mon Serge n'est jamais guéri, mais en même temps, ça finit bien. Pendant tout le livre, il veut être réuni avec sa sœur, morte, dans un mariage nécro-érotique. Et il réussit à obtenir ça au moment de sa mort. Donc c'est un happy ending. Lacan a dit sur Joyce que c'était un névrotique qui a refusé l'analyse. Et Dieu soit loué qu'il a refusé parce que le symptôme est poétique. L'analyse n'est pas. L'analyse tue la poésie. C'est le symptôme qui est tellement créatif. Serge, c'est peut-être même pas un caractère, mais juste un espace vide. Je l'ai considéré comme un prisme qui n'a pas de couleur intérieure, mais dans lequel toutes les couleurs du monde sont réfléchies. Mais en même temps, je crois que lui, comme un modèle de personnalité, c'est plus vrai que le modèle qui nous propose la littérature qu'on appelle middle brow en Angleterre, un peu plus conventionnelle, qui propose un modèle avec des profondeurs, des émotions absolument authentiques, etc. Ça, c'est une construction esthétique, idéologique aussi. C'est basé sur certaines propositions, peut-être cachées, mais qui sont là, certaines propositions sur l'identité, sur le langage, etc. Le personnage qui s'exprime à chaque moment, duquel les expressions sont absolument légitimes parce qu'ils sont authentiques, etc. Je rejette absolument ce modèle d'existence. Les caractères dans le roman ne sont pas forcément des incarnations d'idées eux-mêmes, mais ils sont des espaces à travers lesquels les idées passent. Et souvent,
plusieurs idées, même contradictoires, peuvent passer dans un seul espace. L'auteur devient un lecteur aussi. Après l'écriture du livre, il devient un lecteur, mais même avant, je crois, même avant qu'il écrit ou qu'elle écrit le livre, il ou elle est un lecteur, une lectrice. Ça, c'est très important. Donc, l'écrivain, comme je disais avant, l'écrivain n'est pas quelqu'un qui connaît la vérité, qui a quelque chose à dire, à annoncer au monde. C'est plutôt comme Théséus, quelqu'un qui va dans le labyrinthe, et peut-être sont les filles d'Ariadne, qui se perdent dans le labyrinthe, même au point d'invisibilité. Donc à la fin, il y a juste le labyrinthe. Et l'écrivain se perd dans le labyrinthe et le lecteur aussi se perd dans le labyrinthe. Comme les archéologues dans Les cigares du pharaon de Tintin. Ça, c'est une scène magnifique et tellement symbolique, allégorique pour moi. Quand tous les archéologues qui entrent dans le tombeau, ils deviennent des momies. Mediapart. On peut le lire comme une aventure, mais en même temps, j'ai voulu que ça soit peut-être pour reprendre cette question d'inceste, j'ai voulu que ça soit pas juste une histoire d'inceste, mais entre un frère et une sœur, mais aussi entre la littérature elle-même, que beaucoup de... J'ai voulu créer une orgie générale dans laquelle beaucoup de textes entrent ensemble et entrent en congrès l'un avec l'autre. Donc il y a Shakespeare qui parle avec Ezra Pound et Virginia Woolf qui entre dans le texte, qui parle avec Marinetti. Et il y a beaucoup de, pas juste d'allusions, mais de vols, quoi. Presque des plagiats. Il y a des lignes, des phrases entières que j'ai prises de Marinetti ou je sais pas qui, de T.S. Eliot, de Sidney, Philip Sidney ou de Spencer, que j'ai introduit, comme des fils que j'ai introduits. Et oui, le lecteur peut, comme Penelope, elle peut défaire le textile pour suivre pour trouver les origines de ces fils. Quand j'avais peut-être 18-19 ans, j'ai lu Roland Barthes et ça m'a absolument impressionné. Et je suis resté amateur, fanatique depuis. Et cette idée de texte et de textile, d'un texte littéraire comme un réseau de petits liens et comme vous disiez, de petits motifs qui se répètent, etc., ça m'a... Pour moi, ce n'est pas juste une métaphore pour décrire un texte littéraire, c'est la vérité. C'est absolument au niveau le plus profond. Il a raison, quoi. Et même avant ça, quand j'étais petit, ma mère me racontait souvent à moi, à ma soeur et mon frère, l'histoire d'Odyssée et de Pénélope. Ma mère s'appelle Pénélope en plus, qui avait sa tapisserie qu'elle finissait jamais. C'était toujours, chaque nuit, elle défaisait. Donc, oui, alors dans ce roman-là, dans Si, il y a beaucoup de... C'est structuré comme une tapisserie, et en même temps, il y a des tapisseries là-dedans, la mère qui construit comme Penelope, les textiles, et puis les parachutes, les toiles, etc. C'est un motif qui se répète, même c'est un motif dans la tapisserie, c'est une mise en abîme, quoi. Il y a beaucoup d'échos et de répétitions et de demi-répétitions et d'échos qui se confondent avec d'autres échos, etc. Mais ce n'est pas juste un jeu. Je crois vraiment que la littérature, c'est une série de transmissions et
et que les meilleurs écrivains, c'était des meilleurs écouteurs et répéteurs, comme l'Orphée de Cocteau encore. Il ne crée rien, il écoute et il répète. Et ça, l'écrivain n'a rien à dire au monde. C'est plutôt quelqu'un qui peut amplifier d'autres transmissions, recevoir, raffiner, etc. Donc, j'ai voulu que le livre fonctionne comme ça, que c'est comme une boîte qui produit des échos. C'est le vrai héros du roman, c'est le langage. Et le langage n'est pas du tout un truc naturel, c'est un système des réseaux, soit verbal ou écrit, soit transmis par radio. C'est la même chose. Ce sont des réseaux presque comme des toiles d'araignée. C'est pour ça qu'il y a tant d'insectes dans le roman, et aussi d'inceste. Mais oui, c'est absolument une aventure de langage. Et je crois que la vraie façon de lire ce roman est de poursuivre les liens linguistiques, les associations et les mutations de mots, insectes, inceste, ensection, etc. Il y a beaucoup de petites séquences comme ça. Et ça, c'est le vrai contenu du livre. Mediapart. Pour moi, l'avant-garde, c'est quelque chose qui est très lié au moment du début du XXe siècle, les futuristes, les dadaïstes, etc., peut-être jusqu'aux années 50, 60, Guy Debord, etc. Mais c'est lié à un certain moment historique, politique, qui est passé. Donc, s'annoncer comme avant-garde maintenant, ce serait un peu faux, inauthentique. Mais l'inauthenticité m'intéresse beaucoup en même temps. C'est peut-être comme pour moi, l'avant-garde, c'est comme le rue de bicyclette de Duchamp. Ce qui est important, c'est que ça ne marche plus comme une rue de bicyclette. Mais pour cette raison, c'est intéressant parce que ça crée des anxiétés symboliques, etc. Et je crois que l'avant-garde, c'est peut-être comme ça, c'est un tombeau, un crypte qui n'est pas clos, mais en même temps, nous ne sommes pas les habitants de ce crypte. Nous sommes peut-être les archéologues de ce crypte. Et avec si, j'ai pas voulu que ça l'aide d'un roman d'avant-garde. C'est assez facile maintenant d'écrire d'une certaine façon, un certain mannerisme qui se signale comme avant-garde. Et ça risque de devenir juste un autre genre. Dans quel cas, c'est plus avant-garde, c'est réactionnaire même. C'est ennuyant, c'est boring. C'est Walter Benjamin qui a dit l'ange d'histoire, son visage est en arrière, il avance avec le dos, mais son visage s'est tourné vers ce qui est derrière lui. Et où les mortels, où les hommes, ils voient une série d'événements qui, ensemble, ils font le progrès. L'ange, il voit juste une seule catastrophe qui parle débris et which piles wreckage upon wreckage, qui jette du débris sur d'autres débris. Pour moi, le modernisme, c'est l'événement le plus important de toute la littérature depuis Shakespeare. Il y a la Renaissance et le modernisme. Et entre ces deux, pas beaucoup, quoi. Pas grand-chose. Et après, pas grand-chose. Et donc, pour moi, c'est très, très important. Le problème avec beaucoup de littérature contemporaine maintenant, c'est qu'elle s'est tournée le dos contre le modernisme. Elle s'est dit, on ne veut pas
hériter, on ne veut pas être hérité de tout cet bordel, on va juste écrire comme si rien s'était passé, on peut refaire le 19e siècle d'un style un peu Disney, un peu plus kitsch. Parce que le 19e siècle, c'est assez intéressant quand même, Dickens, etc. Mais bref, et je ne suis pas du tout d'accord. Je crois que le devoir, le éthique autant que esthétique et politique de la culture et de la littérature contemporaine, c'est vraiment de regarder ce moment et d'assumer les conséquences sur les problèmes qui ne sont pas résolus et d'essayer de travailler, de faire quelque chose avec ce détritus. Le legs, on dit, le legacy, l'héritage, de faire quelque chose avec l'héritage de ce catastrophe, quoi, de cette grande catastrophe tellement importante. Et, bah oui, alors j'ai pas voulu refaire ou même reprendre le modernisme, mais j'ai voulu lui construire un crypte, quoi. Avant le modernisme, l'histoire avançait dans une ligne. Ça, c'est le modèle temporel de l'Enlightenment. Les Lumières. Les Lumières, il y a le progrès. Et avec le modernisme, la ligne est remplacée par un cercle. On n'avance pas, on tourne dans des cercles. Il y a Nietzsche qui parle du retour éternel. Il y a Freud qui dit que l'homme n'avance pas, l'homme juste se répète obsessivement vers la mort. Et puis il y a Yeats et Joyce qui ont découvert Vico avec son système de ricorso, de spirale éternelle. Et puis Marx qui dit cette fameuse ligne que l'histoire se répète la première fois comme tragédie, la deuxième fois comme farce, etc. Donc, et pour moi, c'est très, très important. Et après, dans des écrivains qui arrivent un peu plus tard, comme Beckett ou Robbe-Grillet, on voit que eux, ils ont absolument digéré ce logique du cercle, du spirale. Donc, en attendant Godot, et presque dans toutes les pièces de Beckett, rien n'avance, les choses se répètent de plus en plus pire chaque fois. Et dans Robbe-Grillet, c'est le même, quoi. C'est une répétition obsessive qui est fascinante et hypnotique. Et pour Joyce, surtout, la répétition et le cercle, ce n'est pas juste un modèle esthétique pour créer des histoires, c'est un cadre conceptuel ou analytique pour comprendre l'histoire de la littérature. Donc, pour Joyce, la littérature circule dans une, comme il dit dans Finnegan's Wake, un commodious vicus of recirculation. comme les sacs en plastique dans la mer Atlantique qui tournent dans les cercles éternels. Litter, de débris, c'est des détritus. Donc, ça, c'est un aspect très important du modernisme qui est relevant maintenant, absolument. Mediapart. Whose tomb is this? Serge asks after a while. Who knows, says Laura, pointing the light around. It looks like 20 peoples all collapsed together. Here's another stele. This one, or what remains of it, shows two central figures, one male and one female, seated one behind the other, the woman whispering something into the man's ear. Ra something, master of, reads Laura, narrowing her eyes. His sister, his beloved, in his heart, words spoken by, do not. There's that scarab god again, says Serge, pointing his finger at the image just below the seated couple of a man kneeling, arms raised, before a giant beetle mounted on a catafalque or platform.
My heart of transformations, she continues reading, who came forth from himself. Her forehead's got black stains all over it, her cheek too. Serge moves round behind her and, kneeling upright like her, watches as her flashlight moves across the stone, bringing its image and inscriptions into view, as though the metal object were itself projecting them. Merit something, she reads slowly. She who loves silence. He who is, who dies, who rests upon his. Her breath's getting shorter and shorter. So is his. Serge knows and knows that Laura knows, and knows she knows, he knows, that it's not the lack of air that's causing it, nor the fragmentary nature of the inscription she's reading. He can smell above the dung and bitumen excitement emanating from her flesh too. His chest is almost touching her back. He leans slightly forwards and makes contact. She tenses, then tilts her head back towards his face. Her lips continue moving in short bursts, but no more words come from them. He kisses her neck. She wraps her hand around his head and pulls it down across her shoulders. He starts taking off her clothes, then his. Peeling away his sock, he's aware of a small tickling sensation on his ankle. Then he's in her, his hands sliding down her back, while hers grab hold of debris, bitumen and bones. His knee slips on some object, whether organic or not, he can't tell. Then his hands, too, fall to the floor and find their other hands, not only hers. It feels like an orgy, as though the two of them, their bodies, had become multiplied into a mass of limbs, discarded wrappings, and excreta of 1,000 couplings, 1,000 deaths. She drops the flashlight at some point. It flickers against the wall, then, just before their final gasps spill out and echo around the rooms and corridors, goes off. They crawl around on hands and knees afterwards, feeling for it, for their clothes, each other. Somehow they manage to find their way back up to the surface. Laura stays in her chamber. Serge steps out into the daylight. He climbs to the spot he surveyed the landscape from earlier and looks down on the site again. For some reason, he recalls Pollard's warning about fake antiquities, and the mad thought flashes through his mind that this whole cemetery might somehow be artificial, phony as a dud 10 piastre coin. His ankles itching, his clothes are smeared with black. Looking out across the wider landscape's ridges and plateaus again, he takes his notebook out once more and writes in it, "Here as good a place as any." Before closing it again, he crosses the word "are now" out and writes in its place, "am not." Pornography. You chose the most pornographic piece. Mediapart. Tintin est très très présent dans le caractère de Serge. Et dans tout le livre, la grande maison de famille avec des secrets cachés là-dedans, et puis qui est doublé dans les pyramides égyptiennes, et tout le monde, tout l'univers politique qui comme dans un roman picaresque, qui va, et puis les avions et tout ça. La seule différence entre Serge et Tintin, c'est qu'ils prennent tous les deux de l'opium, mais Serge, il le fait volontairement. Tintin, il doit être drogué par les ennemis, mais les effets sont les mêmes. Oui, Tintin n'a pas de sexualité, mais ça, c'est une comment est-ce qu'on dit, un dummy chamber, une faux tombe, parce que je crois que toute l'œuvre de Tintin, c'est absolument sexuel. C'est tout savoir avec le sexe. Castafiore qui chante la chanson des bijoux de Faust, qui parle d'un viol. Et puis le grand-mère même de Hergé, qui était soit violé, soit séduit par un aristocrate. Et il y a toute cette histoire derrière, pas juste la vie d'Hergé, mais aussi les livres de Tintin. Je crois que c'est de la pornographie. L'œuvre d'Hergé, c'est de la pornographie qui est même plus pervers pour le fait que c'est déguisé sous forme de bande dessinée pour enfants.